Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal à la une de ce mercredi 29 juin. Ils sont près de 90 000 à traverser la frontière chaque jour. Le nombre de frontaliers explose depuis 20 ans et ce n'est pas prêt de s'arrêter. L'Observatoire des frontaliers vient de publier sa dernière étude et il estime qu'il pourrait encore doubler d'ici 10 ans. Emmanuel Jaude nous expliquera pourquoi. Et puis nous chausserons nos baskets pour un job listing unique en son genre. À Saint-Julien-en-Genevois, les entreprises ont mouillé leur maillot pour dénicher leur prochaine recrue. Nous le verrons dans un reportage d'Alex Gontier. Je vous le disais à l'instant, l'Observatoire des frontaliers présentait cette semaine la 3e édition de son étude approfondie sur les salariés traversant la frontière chaque jour. Depuis 20 ans, le nombre de frontaliers a déjà triplé et la tendance n'est pas prête de s'inverser, comme nous l'explique Emmanuel Jaude dans ce reportage. Si on estime aujourd'hui à 90 000 le nombre de travailleurs frontaliers faisant quotidiennement le trajet entre la France et la Suisse, ce chiffre pourrait bien doubler dans les 10 prochaines années. Une tendance confirmée ce mardi par l'étude Ipsos pour l'Observatoire des frontaliers. Le nombre qui a doublé, un nombre de frontaliers qui augmente chaque année et surtout des secteurs qui sont vraiment en tension et porteurs donc, qui demandent de la main-d'œuvre comme celui de la santé. On estime un besoin de 70 000 soignants d'ici 2029. Le secteur de l'informatique, on est sur 35 000, donc ce sont des chiffres assez importants. Après, c'est tout travailleur confondu, c'est pas le frontalier au résident, c'est le nombre le besoin en termes de main-d'œuvre qui est très important et qui se développe chaque année. Effectivement, ne serait-ce que par le départ aussi à la retraite des baby-boomers, et c'est un phénomène d'ailleurs qui intéresse tous les autres pays également. Un besoin de main-d'œuvre qui impacte de nombreux territoires de part et d'autre de la frontière, générant attractivité et hausse des prix du logement de plus en plus loin à l'intérieur des terres. Un constat partagé des pays de Savoie jusqu'à la Franche-Comté. On retrouve des éléments communs qui sont des niveaux de rémunération plus importants pour les frontaliers, donc un pouvoir d'achat, un pouvoir d'investissement immobilier, des problématiques de placement qui sont particulières et ça on le retrouve tout autour de la frontière. Historiquement, on avait un certain nombre d'agences proches de la frontière qui avaient dans leurs clients des frontaliers et un volume important de frontaliers et on s'aperçoit que de plus en plus on a des agences éloignées qui commencent à avoir quelques dizaines de clients frontaliers dans leur clientèle. Et c'est un enjeu pour nous d'avoir la même expertise et le même savoir-faire à offrir à ces clients-là, qui sont dans des agences où il y a un peu moins habituellement, parce qu'on s'éloigne de plus en plus de la frontière. Reste le dossier des transports. Aujourd'hui, 82% des frontaliers continuent d'effectuer leur trajet domicile-travail dans leur voiture personnelle et sans covoiturer. Parallèlement, 15% sont des utilisateurs des transports en commun, un chiffre en constante évolution ces dernières années. Toujours en Haute-Savoie, le conseil d'administration du conseil Savoie-Mont-Blanc s'est réuni ce mercredi. L'occasion pour les élus des 2 conseils départementaux d'allouer des budgets supplémentaires, l'un pour le développement de la lecture publique et l'autre pour la filière agricole locale. Pour autant, la structure remise en cause ces derniers mois par le président de la Haute-Savoie attend aujourd'hui de connaître son avenir. Un futur qui sera déterminé cet automne lors d'un vote, comme nous l'explique Hervé Guémard, président du conseil Savoie-Mont-Blanc. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. C'est un signal politique, puisqu'il y a la grande majorité des élus au Savoyard, moins 8 je crois, un vote contre et une abstention, qui ont marqué l'intention de dissoudre le conseil Savoie-Mont-Blanc et du même coup de remettre en cause 40 années de coopération interdépartementale. Donc je vais convoquer une assemblée générale à l'automne de tous les élus des 2 départements, et pas seulement les membres du conseil d'administration qui étaient là ce matin, pour délibérer de cette question. Sur le fond des choses, je considère que c'est un immense gâchis, puisque nous avons une structure qui fonctionne très bien, où les élus ne sont pas indemnisés, où nous fonctionnons avec les moyens de fonctionnement réunis des 2 départements, donc ce n'est pas une structure coûteuse, mais si, comme cela semble l'indiquer, nos collègues de Haute-Savoie veulent mettre fin à cette coopération exemplaire et regarder ailleurs en France, ils ont pris leurs responsabilités et nous ne pourrons qu'en prendre acte. Mais en tout cas, ce débat ne pouvait pas avoir lieu ce matin, surtout en l'absence du président Sadier qui s'est excusé au dernier moment, et donc nous l'aurons à l'automne lors d'une assemblée générale du Conseil Savoie-Mont-Blanc.
Côté emploi, les entreprises peinent toujours à combler leurs effectifs. En Haute-Savoie, rien que dans le secteur de la restauration, près de 200 000 postes sont à pourvoir. Alors pour maximiser leurs chances de trouver leurs candidats, les entreprises redoublent d'efforts. C'est le cas à Saint-Julien en Genevois, près de la frontière suisse, où une vingtaine d'employeurs ont mouillé leur maillot lors d'un job dating sportif. Ils se sont essayés à différentes épreuves sportives avec plus d'une centaine de candidats. Alex Gontier. Pour trouver un travail ce mercredi, il fallait enfiler sa tenue de sport. Dans le cadre de l'événement du Stade vers l'emploi, Pôle emploi a réuni plus de 100 candidats et 20 entreprises. Ils ont ensuite participé à des épreuves sportives en équipe de manière anonyme. Un bon moyen de briser la glace. J'adore le principe, l'anonymat des employeurs et des futurs employés, c'est un principe que j'aime bien. Il n'y a pas la barrière de la religion ou de la personne, il n'y a pas d'a priori, on est tous ensemble, on est une équipe. Et voilà, on apprend à se connaître sans savoir qui est qui. Et moi j'adore, en plus j'adore le sport, donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. Après les épreuves sportives du matin, place au job dating l'après-midi. Après s'être révélés, les employeurs attendaient les candidats dans leur stand. Les exercices du matin leur ont permis d'en apprendre plus par rapport à un entretien classique. Nous, avant tout, chez Decathlon, on recherche des personnalités, on recherche un savoir-être, des talents. Donc c'est vrai que la partie savoir-faire, ça s'apprend sur le terrain. Et c'est vrai que des moments comme ça, un petit peu de vie, en dehors de ce qu'on peut vivre en magasin, nous permettent de vraiment voir l'identité du candidat ou de la candidate. Ce genre d'événement rappelle l'utilité et le lien entre sport et entreprise. Deux mondes pas si éloignés qui requièrent des qualités similaires. Je suis convaincu que les valeurs du sport sont des valeurs qu'on peut retrouver dans l'emploi, c'est-à-dire le dépassement de soi, l'abnégation, le fait de travailler aussi travailler en équipe quand on pratique des sports collectifs. Donc ce sont des valeurs et des qualités qu'on peut retrouver facilement dans le monde du travail. Oui. L'événement a été un succès et devrait être reconduit. L'an dernier, plus de 50% des candidats ont obtenu un contrat ou une formation préalable à l'emploi. Place à mon invité du jour. À présent, alors qu'hier nous fêtions l'anniversaire de Salomon, aujourd'hui c'est au tour d'Asters, le conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, de fêter ses 40 ans. 40 ans d'engagement auprès de la biodiversité qui peuple notre arc alpin, mais aussi 40 ans d'alerte sur les dangers du réchauffement climatique. On va retracer ces 4 décennies avec le directeur du conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Christian Schweurer est avec moi ce soir. Bonjour. Bonjour. On imagine que vous êtes fier de fêter cet anniversaire. Qu'est-ce que vous avez prévu d'ailleurs pour le fêter ? Écoutez, déjà hier c'était notre assemblée générale, donc assemblée générale qui a eu lieu à Sillingy, avec une première partie qui justement avait pour objet un peu de souligner les 40 ans, les 40 actions un peu marquantes qui sont en cours actuellement sur cette année 2022. Et puis c'était aussi l'occasion de retracer un peu notre histoire, parce que 40 ans, c'était 1982, où derrière, au niveau de la Haute-Savoie, il y avait cette ambition de créer des espaces protégés. Et c'est donc dans les années 70-80 qu'ont été créées ces grandes réserves naturelles autour du Mont-Blanc, également au niveau des Grands Lacs, que ce soit pour le lac d'Annecy ou le lac du Léman, avec ces 9 réserves naturelles. À l'époque, la direction départementale de l'agriculture et des forêts a souhaité créer une structure pour gérer ces réserves naturelles qui s'appelait l'APEJ, l'Agence pour la protection et l'étude de la gestion de l'environnement. Et puis quelques années plus tard, en 2000, il y a eu une fusion avec le Conservatoire de la nature haut-savoyarde pour créer Aster, qui est devenu donc, le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, avec différentes missions. Donc hier, c'était l'occasion vraiment de les mettre à l'honneur, avec différents partenaires, des élus, des partenaires, des structures plus scientifiques qui sont à nos côtés. Merci pour ce petit rappel historique. Alors le CEN, vous l'avez dit, c'est 9 réserves naturelles que vous surveillez attentivement. Vos scientifiques sont sur le terrain pour récolter de précieuses informations comme la menace d'extinction de certaines espèces. Peut-on dire que vous êtes des sentinelles de la biodiversité ? Sentinelles, mais aussi des influenceurs. Donc je dirais qu'il y a aussi bien le volet gestionnaire d'espaces naturels, influenceurs et experts qui quelque part on joue notre rôle d'acteur technique sur cet élément de veille, sur ces enjeux qui sont notamment le changement climatique et la biodiversité, mais aussi l'enjeu de préservation de la ressource en eau, des zones humides, et également derrière ce rôle d'agir pour la nature, dans les territoires ensemble,
Et voilà, je crois que c'est un peu les grands messages qu'il est important de faire passer. Alors vos glaciologues montent aussi chaque année en altitude pour mesurer la fonte des glaces. Je rappelle que ce 18 juin, il faisait plus de 10 degrés sur le sommet du Mont Blanc. Avec les records de chaleur que nous vivons et qui sont de plus en plus fréquents, doit-on s'inquiéter davantage de la santé de nos glaciers ? Il est clair que avec des températures de ce type, on a progressivement une démarche de fonte. Et pour bien connaître quelles sont les tendances, on a notamment au niveau du glacier de Trait-la-Tête, au niveau de la réserve naturelle des Contamines de Montjoie, un suivi dans le temps sur le bilan de masse qui permet de voir un peu justement quelles sont les évolutions. Les évolutions, globalement, on a un glacier qui fond comme bien d'autres. Et l'enjeu, c'est de se dire demain comment préserver ce patrimoine que sont les glaciers et aussi quels seront demain les milieux et les espèces qui seront présents ou qu'on va découvrir en ayant l'évolution de ces glaciers dans une logique de sentinelle de connaissances, notamment au niveau des glaciers, mais sur d'autres thématiques aussi comme les lacs d'altitude. D'ailleurs, c'était ma prochaine question, vous l'avez anticipé. Quelles menaces pèsent sur les lacs d'altitude ? Alors, on dit souvent que les lacs d'altitude, c'est un peu les milieux qu'on trouve un peu presque vierges d'impact et d'influence. Et pour nous, d'une part, c'est des lieux sur lesquels il est important justement de voir un peu quelles sont les évolutions et les cumuls d'impact qu'on peut y trouver, notamment en ayant des sondages pédologiques qui nous permettent de faire des analyses derrière, et on se trouve derrière quelquefois des éléments intéressants parce qu'on peut y retrouver la période où quelque part on est passé au moteur thermique et on trouve bien ces petites traces là un peu dans les éléments de référence, un peu de connaissance. Puis l'autre élément aussi, tout simplement aussi, ça nous permet de voir un peu que aussi sur ces milieux là on peut y avoir des microparticules, par exemple des plastiques qui arrivent par le biais de l'air, et qu'on est tout étonné de trouver ça à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc c'est pour nous des sentinelles de référence, et de voir un peu du coup aussi quels sont les polluants, voir aussi des activités, puisque autour de ces lacs il y a aussi de la fréquentation, et c'est le rôle d'accueillir au mieux ce public au niveau de la montagne, mais aussi derrière des activités et des pratiques liées au pastoralisme par exemple, sur lesquelles il y a à voir quelles sont les interférences et les impacts. Vous êtes aussi un support pour les collectivités territoriales en matière de réchauffement climatique. Pouvez-vous nous expliquer comment vous les accompagnez au quotidien pour la préservation de l'environnement ? Là-dessus, un premier élément, c'est qu'on fait partie d'un gros programme européen qui s'appelle Life Nature Adapt, qui est porté au niveau national, au niveau de différents sites classés en réserve naturelle. Et le territoire un peu pilote là-dessus est la réserve naturelle de Sixte-Passy. L'objectif, c'est de se dire... ce site, comme d'autres, sont maintenant influencés par ce critère de changement climatique et de la biodiversité. Du coup, quelle est l'anticipation qu'il faut avoir, et de se dire quelles seraient les évolutions de tendance qu'on aura demain. Donc on a un territoire d'expérimentation, et l'objectif, c'est de transfert aussi de ces éléments-là par rapport à d'autres sites qui pourront nous être utiles. Par exemple, au niveau du lac Lancy, le SILA a un plan lac 2030, et dans ce cadre-là, justement, la prise en compte de nos connaissances qu'on a notamment sur ce site-là, mais sur d'autres, c'est comment les transposer et en être un élément d'expertise qu'on apporte dans ce cadre-là. Le CEN, c'est aussi la préservation des espèces animales avec des programmes de réintroduction comme celui du gypaète barbu. Est-ce que d'autres espèces sont menacées sur l'Alpe alpin, et si oui, lesquelles ? Alors, on ne va pas tous les lister, mais il est vrai que on a déjà un premier élément, c'est que plus on aura chaud, plus quelque part on aura un gradient de la végétation qui va monter en altitude. Donc on aura une modification un peu progressive de ces espèces. Les espèces qu'on avait peut-être à 800 mètres, demain on les retrouvera peut-être à 1000, ou à un moment donné ils seront à une logique de seuil. On peut prendre par exemple comme indicateur le lagopède alpin qui se retrouve plutôt dans l'entité altitudinale la plus importante. À un moment donné il aura peut-être plus son habitat favorable, parce que justement, il y aura une évolution climatique qui y aura contribué. Et on a déjà des premiers effets de tendance, notamment sur la flore, mais aussi sur certaines espèces qui commencent à monter en altitude. Donc ça, c'est un constat très, très concret. Après, au niveau d'autres espèces qui sont liées à des milieux humides, s'il y a moins d'eau, il y aura un impact sur l'évolution de ces milieux, même si derrière ces écosystèmes-là sont des secteurs de puits de carbone et sont aussi un élément important sur des notions de résilience et de fonctionnalité de nos milieux. Donc on change, nous, les approches. On n'est plus une approche de dire sur tel site, on a telle espèce, tel milieu. C'est aussi derrière la notion d'un espace fonctionnel et durable dans le temps. Et ça, cette notion de résilience maintenant apparaît très souvent et elle est importante. Donc il faut faire, comme toujours, avoir une démarche d'initiation, de sensibilisation, et ensuite derrière une dimension d'accompagnement, et se trouve derrière les enjeux de protection, de gestion qui doivent être posés par rapport à ces enjeux. Et vous travaillez sur d'autres programmes de réintroduction en ce moment ?
Réintroduction, on n'est pas sur on a actuellement plutôt des programmes de connaissances et de... Alors si au niveau introduction, il y a une espèce floristique sur lequel on a un programme en cours qui est la littorelle, donc une petite plante qu'on va retrouver notamment au niveau du lac du Léman. Et là, on a un programme en cours qui est soutenu dans le cadre du plan de relance de la part de l'État et sur lequel il est prévu qu'il y ait un certain nombre d'actions de recréation d'habitats favorables et de réinstallation de cette espèce qui est une espèce patrimoniale au niveau de ce territoire. Le fruit de vos recherches vous a amené à découvrir une nouvelle espèce d'araignée, en tout cas, qui n'était pas répertoriée jusqu'à présent, la sagane rutilante. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors là, je ne serais peut-être pas forcément l'expert le plus amené pour en parler, mais mon collègue spécialiste du sujet, Bernard Ball, pourrait vous en faire tout un récit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'occupe justement un peu aussi de l'inventaire de la biodiversité cachée. Et cette espèce s'inscrit un peu dans ce cadre-là, c'est qu'il y a eu un inventaire de fait sur justement ces espèces un peu méconnues, ces petites bêtes qu'on ne voit pas. Et on a pu découvrir cette espèce patrimoniale en Haute-Savoie. Eh bien, merci Christian Schwerer, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. Et en tout cas, on vous souhaite encore un bon anniversaire à Asters. Merci bien. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paume. Dans quelques instants, vous retrouverez Sébastien Germain pour le 3e épisode de votre émission Panorama, consacrée aux entreprises familiales en Savoie. Merci à toute l'équipe pour cette édition. Très belle soirée sur notre antenne et à demain.